Comme chaque année, donc on va ici commémorer donc, le Yom HaShoah, donc depuis déjà 5 ans. Alors cette année, donc on avait prévu donc, que Madame Konika vient, mais donc elle vienne pour témoigner. Donc c'est une rescapée du camp d'Auschwitz, mais donc elle a eu un impondérable et elle a complètement oublié le rendez-vous qu'elle avait avec nous. Donc elle pourra ne pas être là malheureusement. Néanmoins, donc on a Monsieur Alali qui est là et qui va nous parler d'un sujet très intéressant. C'est le sujet donc, de la déportation des Juifs de Tunisie. Donc c'est pour bien montrer. Donc chaque année on essaye de montrer que la Shoah c'était une catastrophe qui a touché à la fois le monde ashkénaze et à la fois le monde sfarade. Et donc il m'a semblé important, donc, surtout par rapport à la composition de notre communauté où il y a énormément de personnes qui sont donc, originaires de Tunisie, de montrer que cette catastrophe elle a touché aussi les Juifs d'Afrique du Nord en particulier, donc, surtout donc, les Juifs de Tunisie, puisqu'ils ont été, donc c'est les seuls qui ont été déportés, parmi les Juifs des pays arabes, c'est vraiment les seuls qui ont été déportés, et donc il m'a paru important d'inviter M. Alali. Donc comme d'habitude, on va faire la prière donc, pour les morts, le Iskor selon le rite ashkénaze, puis ensuite l'Ashkaba selon le rite sfarade. On va demander à M. Chaz de faire le Iskor selon le rite ashkénaze. On va demander. Je vais vous reprendre ça. Ah, je vous donne. Je me permets. Ils sont comme ça. D'accord. El molei rachamim shoichein b'meroyim hamtzeim nicho nechoino tachas kanafei ashachino B'mahalois kedoshim itoyerim kezoyar horukiyam mazhirim es nishmois hachayne v'achayoisayne hanoshim v'noshim ילודים ויינקים שנהרגי ושנשרתי ושנחנקי ושנקברי חיים במחונויס השמודו באוישוויץ מאידונק טרבלינקו כולם קדושים מתהירים באוויר שעוני מתפללים בצדוקו בעד אזכורס נשמוסום לכן בהר רחמים יסתירם בסייסר כנפיו להילומים ויצרור בצרור החיים אס נשמוסום Adonai nachalosom Begad Eiden teheim nichosom V'yonuchi v'sholayim al mishkevoisom V'noimar omein. Dieu plein de miséricorde, toi qui résides dans les hauteurs, accorde un repos éternel sous les ailes de ta providence, à l'instar des saints et des purs qui brillent et étincellent comme la lumière du firmament, aux 6 millions d'âmes d'Israël, aux déportés et exterminés pendant la Shoah. Hommes, femmes et enfants, tous saints et purs, qui furent assassinés, brûlés dans les camps de la mort, en particulier à Auschwitz, Bergen-Belsen, Dachau, Majdanek, Mauthausen, Sobibor, Theresienstadt, Treblinka et d'autres encore.
par la prière exprimée par notre communauté pour l'élévation de leur âme, ô Père miséricordieux, recouvre-les de tes ailes à jamais, que leur âme soit protégée dans le faisceau de la vie éternelle, que l'Éternel soit leur héritage, que le souvenir de leur opprobre ne s'efface jamais, que leur mérite se pose en permanence sur nous et sur tout Israël. Terre, ne recouvre pas leur sang, que leur cri reste vivant, qu'ils reposent en paix, qu'ils se relèvent à la fin des temps, et disons Amen. Amen. טוב שם משמן טוב ויום אבן ויודעו סבדם הכל נשמע תלו נראה וצמסה שמה כזה קודם יזוח סדמך ודיינו נשקותם מנוחה נכונה בשבע עליונה תחת כנפי השכינה במעלת קדושים וטהורים כזוהר הרקיע מהירים ומזהירים וחילוץ עצמים וכפרת אשמים והרחקת פשע והקרבת אישה וחמלה וחנינה מלפני שוכן מעונה וחולקת אהבה לחיי העולם הבא שם תהא מנת ומחצת של כל הנפשות שנשמדו במחנות ההשמדה על ידי הנאצים ועוזריהם. רוח אדוני תניחנה בגן עדן, ביתה מן העלמה הדן כרות אליהם הרי שמיה והרע מלך מלכי המלכים ויחמיו וירחם עליהם, חוז ויחמול עליהם, מלך מלכי המלכים ויחמיו יסתירם בצל כנפיו ובסתר אורו לחזות בנועם אדוני ולבקע בחרו וקץ הימין ימידיהם ונחל אדניו ישכיהם וצרור בצרור החיים נשמתם וישים כבוד מנוחתם אדוני ונחלתם וילווה עליהם השלום ועל משכבם יהיה שלום ככתיב יבוא שלום ינוחל משכבותם עורך נכוחו הם וכל בני ישראל השוכבים עמם בכלל הרחמים והסליחות וכן יהי רצון ונאמר אמן. הקדוש ברוך הוא ייקום דמם כקדוש ברוך הוא venge leur mort בעזרת השם הרחמים. יתגדל ויתקדש שמי רבה בעלמא דברה חירותי וימליך מלכותי ויצמח פורקני ויקרב משיחי בחייכון וביומכון ובחיי לכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. ברכת העולם לעולמי עלמיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה בריחו והילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דם נירון בעולמו ומאי יהי שלמה רבה מן שמעיה וחיים עלינו על כל ישראל ואמרו אמן. רוצה שלום במרומיו וברחמיו יעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ואמרו אמן. Shavua Tov, je suis vraiment très heureux d'être parmi vous pour différentes raisons, dont des raisons personnelles. Raison personnelle, je retrouve un ami d'enfance, Sylvain Srossi, qui a fait une belle carrière dans le cinéma, et je retrouve la personne qui a dirigé l'établissement scolaire dans lequel j'ai travaillé à quelques mètres d'ici pendant de très nombreuses années, car à force d'écrire des livres, on oublie que je suis un mathématicien. Et j'ai enseigné les mathématiques à côté, à l'école Beth Yaakov, une école qui à l'époque était une école de jeunes filles, et puis qui, à un moment donné, a accepté la mixité. Et je retrouve vraiment avec beaucoup d'émotion Madame Ben David. J'ai bien connu son cher mari et ses enfants et toute la famille. Donc voilà, je gagne sur plusieurs tableaux. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est Yom HaShoah. Et comme l'a dit tout à l'heure votre président, on a tendance à oublier que le monde séfarade a payé lui aussi un tribut à l'infamie nazie. Pour ce qui est de l'Afrique du Nord, en tous les cas, il y a eu, et on le sait grâce aux travaux d'un garçon qui s'appelle Jacques Giamy, qui est de Tunisie, il y a eu de très nombreuses personnes déportés, je ne parle pas seulement de ceux qui ont été arrêtés ou qui ont eu des ennuis, aussi bien du Maroc, d'Algérie, de Libye que de Tunisie, mais pour l'essentiel de ces personnes, elles ont été arrêtées en France et non pas dans leur pays d'origine. Mais Jacques Giamy a dressé la liste, pays par pays, ville par ville,
de tous ceux originaires d'Afrique du Nord et qui sont morts en déportation. Et le nombre est élevé. Ça se chiffre par centaines. Par contre, et là c'est incontestable, le seul pays d'Afrique du Nord et d'une façon générale du monde arabo-musulman qui a été occupé par l'armée allemande, c'est la Tunisie, mon pays natal. Et ça, c'est quelque chose que les historiens, parfois, ignorent. Je ne vous donne pas de nom, mais je connais un historien qui, dans ses écrits, l'a dit expressément. Il n'y a pas eu de déportation de juifs d'Afrique du Nord. Or, la Tunisie a été occupée pendant 6 mois par les troupes allemandes et par les troupes italiennes. Et d'ailleurs, en général, on dit 6 mois sous la botte. Et dans l'un de mes livres, qui est paru il n'y a pas très longtemps, le titre est « Les Juifs de Tunisie sous la botte allemande ». Je peux parler de ce sujet parce que j'ai connu moi-même cette occupation. J'étais jeune, mais je m'en souviens bien. Il y a des fois des gens qui me disent « Ouais, mais c'est pas vraiment tes souvenirs, c'est les souvenirs qu'on t'a racontés, etc. » Moi, je suis persuadé que ce que j'ai gardé en tête, c'est vraiment ce dont je me souviens. J'avais 3 ans et demi, et nous habitions la rue Courbet, c'est-à-dire ce qu'on appelle le quartier. Alors on m'a dit qu'il y a des gens parmi vous qu'il y en a beaucoup de Tunisie, donc peut-être que quand je vous dis rue Courbet ou quartier Lafayette, ça n'est pas quelque chose d'incroyable. Donc nous habitions à la rue Courbet, et comme on a vu que ce quartier, à l'époque, commençait à être un peu dangereux, nous sommes allés vivre chez le frère de ma mère, dans un quartier un peu plus proche de la ville arabe, à la rue Sidi Sifiane. Néanmoins, on avait peur parce que dès leur arrivée en Tunisie, les Allemands ont édicté un système de mobilisation des Juifs. De 17 à 52 ans, les messieurs pouvaient être pris pour le travail obligatoire, et nous avions très peur que mon père soit pris dans le lot. Alors on avait adopté un système invraisemblable. Nous disposions de ce qu'on appelle un banku shikritu, un banc secret, c'est-à-dire une sorte de grande huche normalement destinée à mettre des affaires. On y a mis mon père, et dans la journée, on fermait tout ça. Il y avait juste un petit trou, et comme ça, quand les Allemands venaient, on pouvait dire bah, il n'est pas là, il est parti, c'est sauvé, on n'a plus de nouvelles, etc. Et je me souviens vraiment moi-même des soldats allemands sonnant à la porte de la rue Sidi Sifiane et disant nous venons prendre le monsieur Joseph Alali, et ma mère en pleurs disant non, 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 il n'est pas là, il est parti, il m'a trompé, on ne sait plus où il est, etc. Et donc on a vécu pendant ces mois-là vraiment avec l'angoisse qu'on découvre mon père dans son coffre secret. Donc, si vous voulez, c'est une page exceptionnelle de l'histoire de la Tunisie, mais néanmoins, on oublie également que quelques années avant, c'est-à-dire déjà dans les années 40, le régime de Pétain, ce qu'on appelle le régime de Vichy, avait imposé à la Tunisie le fameux statut des Juifs. Ça, on l'oublie. C'est-à-dire, on se souvient effectivement qu'il y a eu la déportation, qu'il y a eu l'occupation, mais il y a eu déjà, 2 ans avant, le statut des Juifs. C'est-à-dire que les Juifs ont été soumis à toutes sortes d'interdictions. On ne pouvait plus être médecin, on ne pouvait plus être avocat, on ne pouvait plus être fonctionnaire. Il y a eu des problèmes journalistes dans tous les domaines. Il y a eu ce qu'on appelle le numerus clausus dans les écoles, c'est-à-dire des problèmes pour les petits-enfants. Donc, déjà, les Juifs de Tunisie ont connu la situation que les Juifs ont connue en France
et ailleurs, mais on ne s'y attendait pas à ce que ça se passe différemment, c'est-à-dire, bon, d'accord, on nous interdit de travailler, il est difficile d'aller dans une école, mais bon, vous savez, nous, les Juifs, on supporte, on sait supporter, mais là, contre toute attente, et ça c'est les problèmes liés à la guerre, les Allemands commençaient à voir que ça n'allait pas être très très bon pour eux, ils ont changé leur plan, et ils vont, en novembre 1942, débarquer en Tunisie avec des avions. En fait, ça a commencé vers le 9, il y a eu des premiers avions qui sont venus le 9, et on considère officiellement que c'est le 13 novembre 1942 que les Allemands arrivent en Tunisie, s'installent en Tunisie, 3000 Allemands et 8000 Italiens, puisque vous savez que les Italiens étaient associés dans cette triste affaire aux Allemands. Donc ces milliers de soldats déferlent en Tunisie, on peut dire déferlent, et ils s'installent, leur direction s'installe au fameux hôtel que certains d'entre vous ont connu à Tunis, l'hôtel Majestic, et l'hôtel Majestic devient ce qu'on appelle la commandanture. Donc c'est là que les Allemands s'installent, et à leur tête, un officier qui s'appelle Rauf, c'est son nom de famille, hein, Walter Rauf, qui devient le représentant officiel du gouvernement hitlérien auprès de Sa Majesté le Bey. Alors à cette époque, le Bey, c'est le Bey Monsef. Et il y a ce qu'on appelle un résident général, puisque depuis 1881, la Tunisie est une colonie française. Il y a un résident général qui s'appelle à l'époque Jean-Pierre Esteva, l'amiral Esteva. Et cet amiral Esteva va avoir une attitude parfois bonne, parfois mauvaise envers les Juifs. Et la communauté juive a à sa tête un rabbin, le grand rabbin Haïm Belaïch, et le président de la communauté qui a été petit à petit d'ailleurs, sous l'effet des lois de Vichy, modifiée. On a enlevé un certain nombre de représentants, on y a ajouté d'autres, mais le représentant officiel, c'est Moïse Borgel, qui à l'époque est déjà âgé. Donc vous avez cette communauté, les Allemands qui arrivent, qui s'installent, et ils ne mettent pas beaucoup de temps. Vous savez, j'ai oublié de vous dire tout à l'heure que quand il y a eu le statut des Juifs, le gouvernement de Pétain a fait en sorte que ce soit vraiment appliqué. Vous savez qui est-ce qui est venu sur place, en Tunisie? Le fameux Xavier Vallat. Xavier Vallat, le commissaire général aux questions juives, vient en Tunisie pour s'assurer que le statut des Juifs est bien mis en place. Et les Allemands, donc, maintenant, si vous voulez, sont installés, ils vont, dès le début, être épouvantables avec les Juifs. C'est-à-dire qu'il va y avoir toutes sortes de punitions, toutes sortes d'amendes collectives, toutes sortes d'arrestations. Et dès le début, ils vont chez le président, Moïse Borgel, et ils arrêtent une dizaine de personnes de la communauté et on les met à la prison de la Casbah. Les membres dirigeants de la communauté juive, y compris le vieux président Borgel, qui est vieux, à la prison, on les interroge, on leur casse les pieds, et à la fin, on les autorise à partir, mais ils ont l'obligation, tous les jours, de se présenter à la commandanture. Alors tout ça, bon, vous allez me dire, c'est pas très grave, un peu plus grave que le statut des Juifs, mais il y a quand même, c'est plus dur. Mais là où ça va commencer à vraiment à devenir dangereux, c'est lorsque on instaure le travail obligatoire. C'est le rabbinat à ses frais qui est obligé d'afficher dans toutes les rues de la ville
avis à la population, ce n'est pas les Allemands, c'est les Juifs qui payent sur leur denier et qui affichent, qui font afficher par leurs jeunes gens, avis à la population, et tous les Juifs de 17 à 52 ans sont obligés d'être prêts pour le travail obligatoire. Alors, imaginez-vous combien se sont cachés, combien ont essayé de filer, etc. Mais les Allemands insistent. Ils viennent sans arrêt chez Moïse Borgel, chez les dirigeants de la communauté. Bon, aujourd'hui on a besoin de 100 personnes. Bon, aujourd'hui on a besoin de 17 personnes. Ah, merci. C'est facile pour un rabbin d'être ici à la Teva. Pour les orateurs en général, ce n'est pas les mêmes conditions. On est assis avec un verre d'eau. Alors voilà, on va gagner un verre d'eau. Bien fraîche. Et donc, les gens essayent de se sauver, de se cacher, mais ce n'est pas évident. C'est pas évident. Parfois, on a accusé les enfants des familles riches d'être plus faciles à cacher que d'autres, ou d'avoir les moyens d'échapper, etc. Mais petit à petit, des gens sont pris, vont dans des camps de travail, notamment à Bizerte. Mais des camps de travail où on ne fait rien. On casse des cailloux. C'est vraiment du temps perdu, mais pour enquiquiner les Juifs. Vous voyez ? Et puis, ça va prendre une mauvaise allure lorsque, pour des motifs X ou Y, des motifs bidons, il va y avoir des premières victimes. Vous voyez, il va y avoir des premières victimes, c'est-à-dire qu'on va, sous les motifs les plus divers, du genre tu n'as pas bien marché, etc., tuer des gens. Alors là, je prends mon petit papier parce que je ne voudrais pas me tromper de nom de personne. Le premier qui va subir ce cauchemar, en somme, c'est un garçon qui s'appelle Gilbert Mazouz. Gilbert Mazouz a l'inconvénient d'avoir un appareil orthopédique. Il ne marche pas bien et il a un appareil aux jambes. Et donc, comme les gens sont amenés à marcher sous la houlette des soldats allemands, lui, il traîne à l'arrière et on lui dit « marche plus vite, il ne peut pas. Eh bien, comme on dit chez nous en Tunisie, un schmetter, un soldat allemand sort un pistolet et abat ce Gilbert Mazouz le 9 décembre 1942. Le deuxième, c'est un jeune rabbin, Haïm Victor Nataf. On l'accuse d'avoir fait des signaux. C'est n'importe quoi. Il est sorti le soir de sa prison, je peux dire. Enfin, il faisait du travail obligatoire pour faire pipi. Eh bien, on l'a accusé d'avoir fait des signaux aux troupes alliées. Et c'est pareil, il est abattu le 21 décembre 1942. À Bizerte, des travailleurs juifs, pour le moindre objet, sont abattus. Comme aujourd'hui on est dans la lecture des noms, je vous dis leurs noms. Émile Ababou, Elie Sadoun, Henri Darmoni, Mardoché Younes. Tous ces gens-là ont été abattus pour rien. C'est-à-dire, il a fait un mauvais geste, ou on dit qu'il a fait un signe aux avions américains ou anglais ou n'importe quoi, abattu. Et même après la libération, le 10 mai 1943, la libération c'est le 7, eh bien il y a un jeune homme, Jacob Attal, qui crie sa joie et qui dit « Vive de Gaulle ». Eh bien un policier français pétainiste là-bas. Donc c'est la dernière victime juive après la libération de ce drame. Alors, la déportation en Europe a été terrible, vous le savez. Elle était relativement facile à organiser, puisque qu'est-ce qu'on fait pour déporter des gens? On les prend en Hongrie, en Pologne, en Roumanie, où vous voulez, on les met dans des trains, on ferme, et on les emmène à Auschwitz. Ce n'est pas trop compliqué. De Tunisie, on ne peut pas. Il fallait ou des bateaux, ou des avions. Ce qui n'est pas évident. Et pourtant, il y a eu de nombreux juifs, je ne parle pas de ceux trouvés par Jacques Jamy, qui ont été arrêtés en France, etc.
arrêtés en Tunisie et mis ou dans des bateaux ou dans des avions, direction les camps de concentration. Eh bien, il y a, vous le savez, pour ceux qui vont en Tunisie, au Borgel, au cimetière du Borgel, une stèle. Vous savez, le cimetière est en très mauvais état. Mais miraculeusement, cette stèle est toujours là. Et miraculeusement, on y a inscrit les noms de tous les Juifs déportés et morts en déportation. Il y en a qui ont été déportés, qui sont revenus, comme Serge Moiti. Serge Moiti, ce n'est pas le Serge Moiti que vous connaissez, c'est son père. Son père s'appelle Serge Moiti, s'appelait, et lui, quand il est né, il s'est appelé Henri. Et pour rendre hommage à son père, il a changé de prénom, et il ne s'appelle plus Henri, il s'appelle Serge, pour qu'on conserve le nom. Mais le vrai Serge Moiti a été déporté, mais il est revenu. Il n'est pas mort en déportation. Voici la liste des gens qui sont morts, et donc on peut lire leurs noms là-bas. Victor Cohen-Adria, Raymond Samama, Benjamin Lévy, Isaac Assous, Victor Cohen, Édouard Dana, Edmond Msika, Joseph Semla, Gilbert Semla, Jean Semla, Émile Smadja, Haïm Tibi, Young Pérez, Victor Slama, Victor Bonan, Gaston Nataf. Donc, qu'on ne nous dise pas qu'il n'y a pas eu de Juifs de Tunisie déportés et morts à Auschwitz. Voilà leur liste telle qu'elle est sur la stèle, toujours visible aujourd'hui au cimetière du Borgel. Alors dans cet énoncé, vous avez entendu Young Pérez. Ben, Young Pérez, c'est bien le fameux Young Pérez, champion du monde de boxe. Vous savez, c'était le 26 octobre 1931 à New York. Ce jeune homme qui est né dans la Hara, famille très pauvre, qui a vraiment essayé de sortir du lot, qui est devenu un grand boxeur. Il a mis KO un garçon qui était célèbre à l'époque, qui s'appelle Frankie Gennaro, et il est devenu champion du monde des poids mouches. Formidable. Il y a une chanson à Tunis à l'époque qui a été faite et que tout le monde chantait, qui s'appelle « Être tunisien », en l'honneur de Young Pérez. Eh bien, il a été arrêté, lui, le 21 septembre 1943 à Paris, déporté à Auschwitz par le convoi numéro 60. Il a tenu, on l'a même obligé, comme il a été maigre et tout, puisque la déportation, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire, on l'a obligé à se battre contre des espèces de grands géants, etc. Il a tenu presque jusqu'au bout, et après il y a eu la fameuse marche de la mort, c'est-à-dire qu'on quitte les camps parce que les Alliés arrivent, et on marche, on marche, on marche. Et au cours de cette marche de la mort, il est abattu. C'est pas qu'il tombe de fatigue, il est abattu par un soldat allemand. Le 22 janvier 1945, Young Pérez est donc mort en déportation. Et dans cette énumération, vous avez remarqué qu'il y a 3 Semla. Joseph Semla, Gilbert Semla, Jean Semla. C'est une tragédie terrible, la tragédie de la famille Semla. Ce sont un père et ses 2 enfants qui voulaient essayer de rejoindre l'Algérie et les troupes libres. Et ils ont fait confiance à une de leurs connaissances, un certain Hassan Ferjani, qui leur a dit « Ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer le chemin, je vais vous emmener, etc. » Et le type a été assez culotté pour dire au père Semla, « Confiez-moi votre marchandise. » Il avait un travail de vêtements, comme ça. « Et confiez-moi vos bijoux, c'est plus prudent. » Et donc, non seulement il a récupéré le commerce et les bijoux de famille, mais il va trahir cette famille en les dénonçant aux Allemands. Et les 3 Semla, le père et ses 2 enfants, sont arrêtés par les Allemands. Ce sont parmi les rares qui ont été mis
un moyen de transport plus rapide que le train, et ils vont se retrouver en Allemagne avec un procès. On va les accuser d'intelligence avec l'ennemi, et ils vont être dans une ville qui s'appelle Halle, H-A-2-L-E, tous les trois, exécutés à la hache. On va leur couper la tête, le père devant assister à l'exécution de ses deux enfants avant, et ainsi les trois Semla ont été tués de cette manière absolument épouvantable. Épouvantable. Donc, si vous voulez, l'histoire des Semla, c'est une histoire terrible. J'ai été personnellement à la fac en Tunisie, dans mes études de mathématiques, copain d'un garçon dont je n'aurais jamais pensé qu'il avait un rapport, Frédéric Gasquet, c'est son nom. Et un type blond aux yeux bleus, pour moi c'était vraiment le type même du français. Et finalement, en fait, Gasquet c'est le nom du deuxième mari de sa mère, c'est le fils de l'un de ces Semla. Et il m'a raconté la tragédie de ses parents que je connaissais bien moi-même. Vous voyez, il m'a montré des papiers, tout ça, etc. C'est un enfant Semla. Et ce qui est terrible, c'est qu'il était persuadé que son papa, son oncle et son grand-père avaient été fusillés. Et c'est moi qui ai expliqué à Gasquet qu'en fait, ils avaient été exécutés à la hache. Il en est tombé presque malade. Il est allé vérifier auprès de sa grand-mère, qui lui a confirmé en lui disant « on ne voulait pas te le dire ». Donc ça, c'est une des tragédies, la tragédie de la famille Semla. Alors, je voudrais terminer en vous disant quand même quelque chose d'un peu plus réjouissant. Dans ce malheur général, il y a eu quand même une lueur d'espoir. Un garçon qui s'appelle Louis Béredvas, à l'époque, il a une 18-19 ans. Vous savez, en Tunisie, on ne le sait pas souvent, mais il y avait des Ashkénazes. Il y avait même près de chez nous, dans notre quartier, une synagogue ashkénaze qui me faisait peur personnellement, parce que quand on allait pour essayer d'écouter les prières, ce n'était pas du tout le même genre. Et on se disait, mais qu'est-ce que c'est que ces gens? Il y avait des Ashkénazes, et il y avait une famille hongroise, les Béredvas, et parmi eux, un jeune homme, Louis Béredvas, avec quelques amis, ils étaient 5 en tout, ils ont voulu eux aussi rejoindre les lignes algériennes, et ils ont mal calculé leur coup, ils se font arrêter par une patrouille allemande. Et les voilà emprisonnés sous la garde d'Allemands. À leur grand étonnement, on leur fait faire des corvées de patates, des choses pas trop méchantes, vous voyez. Et le gars qui les surveille, c'est un Feldmaréchal, ce qu'on appelle en français un maréchal des logis, Richard Abel. Et ce Richard Abel les traite pas trop mal, vous voyez. Et puis un jour, ce Richard Abel voit quelqu'un arriver vers lui, parler, etc. Il blêmit, et quand la personne s'en va, il va voir Béredvas et ses amis, et leur dit « Mes enfants, je vais vous dire quelque chose, c'est la Gestapo, ils me disent qu'ils vont venir prendre livraison de vous demain. Je peux vous dire, c'est la mort. La Gestapo, c'est pas nous, la Wehrmacht. C'est des gens autrement plus dangereux. Je vous suggère de vous sauver. Voilà un plan. Voilà la route A, la route B, etc. Vous allez par là. » Les 5 se réunissent et se disent « Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que ce n'est pas un coup foireux? Ce type, est-ce qu'on le connaît? C'est un Allemand quand même. Hein » Alors il dit « Voilà, on va lui poser une question. S'il répond positivement, on le croit. » Et ils vont dire aux soldats qui les gardent, un soldat allemand, des juifs, il faut être culotté. « Bon, on te croit, mais donne-nous des armes. » Il faut le faire. Des juifs tunisiens, arrêtés. Un soldat allemand, et le type dit « Vous voulez des armes? D'accord. » Et il leur donne un pistolet. Alors, les 5 juifs, Béredvas et ses copains, acceptent le deal et prennent le chemin que Richard Abel leur a indiqué, et c'est comme ça qu'ils vont être sauvés. Ils ont été sauvés grâce à un soldat allemand. Ce soldat allemand, vous vous en doutez, après la guerre,
a reçu la médaille des justes, ce qui est tout à fait intéressant. Donc c'est intéressant de voir qu'en Tunisie, un soldat allemand a sauvé 5 jeunes gens juifs. Je n'y croyais vraiment pas, mais j'ai eu plein de confirmations. D'abord, il se trouve que par extraordinaire, je suis devenu un ami de Louis Béret-de-Vaz, qui m'a bien raconté son histoire. Après, avec Marek Alter, j'ai été premier assistant réalisateur d'un film, Tzedek le Juste. Nous avons raconté cette histoire. Donc j'ai eu l'occasion, cette fois encore, de me plonger dans l'histoire et de la vérifier. Et ce qui est incroyable, c'est qu'à la fin de la guerre, au départ, quand Abel a donné le pistolet, etc., lui, Béret-de-Vaz, a eu l'idée de lui donner un petit papier sur lequel il y a écrit « Cet homme est un ami », signé Louis Béret-de-Vaz. Et il a donné à Abel, à Richard Abel. À la Libération, cette fois-ci, c'était le contraire. Abel était en danger d'être arrêté comme soldat allemand. Il s'est mis en civil et il est allé... Alors, Béret-de-Vaz avait eu la bonne idée de marquer son adresse familiale. Il est allé sonner à la porte de la famille Béret-de-Vaz. Et ce qui est incroyable, c'est que les Béret-de-Vaz ont compris que c'était l'homme qui avait sauvé le jeune Louis et l'ont caché pendant des mois dans leur maison, dans la soupente. Donc vous voyez comment est l'histoire. Un soldat allemand sauve des Juifs et des Juifs sauvent un soldat allemand après la guerre, et il est rentré chez lui. Après, il a vécu. Il est mort il y a quelques années, Richard Abel. Donc il a eu la médaille des justes. Donc, chers amis, encore une fois, il ne faut pas oublier que les Juifs de Tunisie ont payé aussi un tribut à la haine nazie, à la haine allemande. Et donc, même si c'est infiniment plus faible que ce que le monde européen ashkénaze a subi, des millions de morts, néanmoins, c'est quelque chose dont nous devons, juifs tunisiens et pas tunisiens, garder le souvenir. Je vous remercie. J'accepte. Avec plaisir. Avec votre permission, j'aurais quand même 2 ou 3 questions à vous poser. Oui. D'abord, est-ce que le port de l'étoile jaune était... Juste une seconde. Reste là. Je reste là. J'ai parlé de mon ami Sylvain et de Madame Ben David. Je retrouve avec plaisir mon très cher. Ça, c'est vraiment... Alors là, je ne m'y attendais pas du tout, mon cher Rome. Nous nous voyons presque tous les jours, car dans mes fonctions d'aujourd'hui, je suis secrétaire général de la LICRA, et M. Rome travaille avec notre président, David Olivier Kaminski, et donc on a l'occasion de se voir assez souvent. Et alors là, je ne pensais pas vraiment le voir à la synagogue. Voilà. Et il est de Tunisie. Donc j'aurais 2 ou 3 questions Allez. à vous poser. D'abord, est-ce que le port de l'étoile jaune était mis en place en Tunisie? La deuxième question, est-ce que les Juifs tunisiens étaient au courant de ce qui se passait dans les camps en 1942? Et ma troisième question, je la tiens de ma maman qui était quand même assez âgée à l'époque, puisqu'elle était en Tunisie, elle était infirmière, elle avait laissé passer, elle avait le droit de soigner, de faire des piqûres, de soigner des gens, m'a dit qu'il était prévu que des camps de concentration en Tunisie soient construits, donc les fours crématoires et les chambres à gaz. Alors, sur le port de l'étoile jaune, il a été officiellement instauré, mais il n'a pas été mis en pratique. C'est-à-dire que, bon, sauf peut-être dans une ville de province, je crois Sousse ou Sfax, mais en tous les cas, dans les papiers, oui, dans la pratique, à ma connaissance, non. D'autre part, est-ce qu'on était au courant de ce qui se passe en Europe? À mon avis, oui, mais que pour une élite, disons. Vous savez, c'est pas comme aujourd'hui, on n'avait pas les mêmes moyens d'information, et à ma connaissance, seule une certaine classe,
l'intelligentsia, tout ça, étaient au courant. Mais à mon avis, la population ne devait pas trop se préoccuper de ça. Et la troisième question, c'était... C'était concernant, je tiens ça de ma maman encore une fois, qui était assez âgée à l'époque quand on a parlé de ce sujet-là, puisqu'elle était infirmière là-bas, elle avait des piqûres, elle travaillait, elle avait l'autorisation de travailler. Elle m'a dit qu'il était question que les Allemands construisent un camp avec un oui. Une chambre à gaz pour alors écoutez, organiser des rapports. ça me permet de faire un saut sur une autre question qu'on n'a pas abordée, c'est l'attitude de la population musulmane. Il y a eu dans la population musulmane des gens qui ont été vraiment horribles. Je pense à ce Hassan Ferjani qui a trahi la famille Semla. À la libération, il a été condamné à mort par un tribunal militaire français. La peine a été commuée en travaux forcés à perpétuité. Et finalement, bizarrement, il a été gracié par Bourguiba. Et il a fait que 14 ans de prison, alors qu'il a vraiment été à l'origine de la mort horrible de 3 personnes. Une partie de la population arabe était sympa, si je puis dire, mais vous savez, dans l'ensemble, les Arabes, c'est le fameux truc, mes ennemis sont mes amis, ils étaient contents de voir la France, disons, empêtrée dans ce problème, et donc un certain nombre d'entre eux ont eu une attitude désagréable. Ce qui est embêtant, c'est que certains d'entre eux étaient connus. Il y a eu même une sorte de simili-parti nazi. Un des tenants de la haine antisémite et de l'association avec les Allemands, c'est un garçon qui s'appelait Habib Tamer, et pourtant son nom a été donné à une grande avenue en Tunisie. Lebé Monsef avait une attitude ambivalente. C'est vrai qu'il fait partie de ceux qui ont insisté pour qu'on n'ait pas l'étoile jaune. C'est vrai qu'il a dit les enfants, les juifs sont mes enfants, etc. Mais c'est vrai d'autre part qu'il a signé le fameux décret portant statut des juifs. Enfin, officiellement, c'était pas terrible. Bourguiba a été très malin pour ne pas justement tomber dans le travers de l'admiration des Allemands, et ça on doit lui en être redevable. Et donc, pardonnez-moi, je reviens à votre demande. Redites-moi comment vous l'avez formulée. Ah, le camp. Oui, à mon avis, oui. À mon avis, oui. Il y avait certainement des idées de faire des camps comme en Europe. Et c'est le fait que la Tunisie n'a été occupée que pendant 6 mois qui fait que ça n'a pas eu de suite. Je vous dirais même, ce qui est invraisemblable, et soit aussi tous ceux qui n'arrêtent pas de nous dire « vive les Palestiniens », etc., le mufti de Jérusalem, Haj Amin El-Husseini, eh bien, il avait prévu de faire des camps de concentration à Naplouse. Donc ça, les gens ne le savent pas. Donc non seulement c'était prévu en Tunisie, mais c'était prévu également dans d'autres endroits, comme Naplouse. C'est bon? Ah. J'ai une question. Vous avez commencé votre propos en disant qu'il y avait un certain déni de cette réalité-là, y compris par certains historiens. À quoi c'est dû, à votre avis? À la méconnaissance. À la méconnaissance. Moi, j'ai lu de mes propres yeux, je ne veux pas donner de nom, des propos, des phrases du genre aucun déporté n'a été déporté à partir de l'Afrique du Nord. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Les Semla, les autres dont je vous ai parlé, ont été pris en Afrique du Nord, en Tunisie, et déportés. Mais bon, vous savez, les auteurs ne savent pas tout. Et bon, quand c'est quelque chose comme le drame de la Tunisie que peu de gens connaissent, bon, ben, on passe dessus. Voilà, on passe dessus. C'est vrai que c'est rien, je vous ai lu les noms, quoi, une vingtaine de personnes. C'est rien par rapport à des... Quand on lit les noms avec le rabbin Fari, on passe la journée entière à lire et on ne lit pas tout. On lit tel qu'on voit. Vous voyez? Donc, alors, bon. Dans tous les cas, voilà. Le genre d'intervention que nous avons aujourd'hui permet de rétablir la vérité. Allez, Madame Ben David. Moi, je voudrais juste apporter une petite précision.
Eh, vous n'êtes pas de Tunisie, vous? Ah, si, si. Ah, vous êtes de Tunisie, vous ne m'avez jamais dit. J'apporte un témoignage qu'un bon nombre de familles juives ont dû prendre la fuite dans les montagnes à Matmata et ils ont dû payer très cher des cavernes, des grottes où ils étaient avec leurs bébés entassés dans de très mauvaises conditions et ils payaient très cher. À leur retour chez eux, ils ont constaté qu'on avait confisqué leurs biens parce que des Allemands, guidés par des musulmans, les ont conduits dans des familles les plus riches, celles qui avaient les moyens, et tout a été pris dans les appartements de familles juives. Voilà, mais enfin, ils ont échappé. L'intervention de Mme Ben David nous rappelle, parce que les Tunisiens savent, mais pas tout le monde, qu'il y avait une ville, Matmata, où vivaient encore, et peut-être même encore aujourd'hui, ce qu'on appelle des troglodytes, c'est-à-dire des gens qui vivent dans des trous. Et je veux bien croire que des Juifs se soient sauvés du côté de Matmata pour aller se cacher dans les cavernes. Voilà. Ah, à l'arrière. Avec qui j'ai fait le livre, il ne savait pas et ignorait absolument tout. Redites ça, quel livre? Avec le mémorial. Oui. Et vous avez fait un livre avec lui? Oui, il l'a fait avec lui. Comment vous appelez-vous? Monsieur Zagroun. D'accord. Max Zagroun. Max Zagroun. Donc, je lui ai dit, il faut mettre, en Tunisie, il n'y en a pas eu beaucoup, mais il y en a eu peu, il y en a eu même qui ont été déportés en avion en Italie. Et il m'a dit, c'est pas possible, je ne suis pas au courant. Et à la fin, il a trouvé. Oui, non, c'est possible, c'est possible. Mais maintenant, il est au courant. Hein. Maintenant, oui, maintenant, il est au courant. On vient à l'arrière. Vous avez parlé des morts déportés ou tués, mais il y a eu aussi des morts suite au bombardement oui. des Anglais. Oui, je suis coupable. C'est vrai qu'en plus de tout ce qu'on a raconté, des morts de gens qui ont été bêtement assassinés parce qu'ils marchaient mal ou n'importe quoi, les déportés, mais c'est vrai que quand les Alliés ont bombardé les endroits où se trouvaient les Allemands, ça peut être dans certains quartiers de Tunis, notamment la Petite Sicile, ça peut être à Bizerte, il y a eu énormément de travailleurs qui sont morts. Parmi eux, d'ailleurs, mon propre oncle, le frère de mon père, Simon Alali, qui est mort sous les bombardements, et auquel, d'ailleurs, je dédie en tête d'ouvrage le livre sur la déportation des Juifs de Tunisie que j'ai écrit. Je suis d'ailleurs l'auteur, cher monsieur, d'un livre sur la déportation en cours, pas de Tunisie, qui s'appelle « Les derniers témoins ». Et donc, j'ai amené ma pierre aussi pour les autres déportés. J'ai interrogé des dizaines de rescapés, beaucoup nous ont quittés aujourd'hui. Et donc, j'ai amené ma propre contribution à l'histoire générale de la déportation. Voilà. Est-ce que vous avez un ouvrage ou un livre ou quelque chose au niveau de votre association sur le site, etc., qui reprend un peu les témoignages des gens qui racontent un peu leur vie pendant... Tout à fait, tout à fait. Le livre dont je vous ai parlé qui s'appelle... Qui peut être alimenté à chaque fois, comme actuellement. Et moi, je sais, pour vous amener un témoignage de ma femme, son père devait être arrêté pour le travail obligatoire. Il s'est sauvé. Et les Allemands l'ont poursuivi, ils l'ont tiré dessus. Il s'est caché dans un cimetière. Donc vous voyez, c'est pas grand-chose, mais on a le nom, c'est fragile un peu son histoire, où il habitait. Et ça peut, si vous voulez, alimenter, si vous voulez, l'histoire. Je vous dis, dans le livre que j'ai écrit, les Juifs de Tunisie sous la faute allemande, la première partie est historique, et la seconde partie est composée de 52 témoignages de Juifs originaires de Tunisie. La personne la plus âgée qui m'a donné son témoignage s'appelle Lucette Krief. Elle est née en 1919, et donc à l'époque, elle connaissait déjà pas mal de choses. Elle avait une vingtaine, plus de 20 ans, vous voyez. Et donc ce livre donne le témoignage de plus de 50 personnes. Vous rajoutez à chaque fois une mise à jour Ah non, c'est un livre. C'est un livre. Non, mais chaque année, je pense qu'on peut... Une nouvelle édition. Ah, une nouvelle édition, c'est ça que... Attendez, je crois qu'il y a quelqu'un derrière quand même. Moi j'ai une question. Est-ce que par rapport à l'histoire, de ce qui s'est passé par rapport à la Shoah, est-ce que les Juifs de Tunisie aujourd'hui, ils ont un protectorat dans les pays arabes? Ça veut dire quoi? Est-ce qu'il y a une possibilité que ça puisse encore revenir
par rapport à ce qui se passe dans les événements d'aujourd'hui. Les Juifs peuvent être encore embêtés, spoliés. Alors là, on sort du sujet. Mettons-nous d'accord. Les Juifs qui vivent dans le monde arabo-musulman ne sont pas en très bonne position. Ils sont certainement en danger. Et vous savez, ils ont quitté pratiquement tout le monde arabo-musulman. J'en sais quelque chose en tant que vice-président mondial de la JIJAC, Justice for Jews from Arab Countries. Pratiquement nulle part, les Juifs ne sont en bonne position. Je ne peux citer en gros que 2 ou 3 pays peu connus. L'Azerbaïdjan, dont je suis pratiquement citoyen, le Kazakhstan, vous voyez, sont des endroits où les Juifs vivent encore normalement, mais partout ailleurs, ça ne va pas. En Tunisie, il y avait 120 000 Juifs, il en reste 1000. En Algérie, il n'y en a plus, en Libye, il n'y en a plus, au Maroc, il en reste 2 ou 3 000. Donc, votre question, est-ce que on risque? Mais vous savez, même si les Juifs du monde arabo-musulman risquent, il n'y en a plus. Donc, voilà. Mais il peut effectivement y avoir encore des malheurs pour les Juifs de ces pays. Oui, non, juste allez. En géopolitique, pourquoi que les Allemands ont choisi la Tunisie et pas le Maroc? Ah, alors là, je ne suis pas un fin expert militaire, mais je crois que leur idée, c'était de détourner... D'abord, il y avait un problème, comment dirais-je, pratique. Ils étaient aux environs de la Libye. Et ils avaient des ennuis, avec Rommel, ils avaient des ennuis. Et donc, aller en Algérie ou aller en Maroc, c'était compliqué. Tandis que là, ils sont venus d'une façon beaucoup plus rapide. Vous voyez, ils voulaient détourner en somme l'attention des Alliés qui commençaient incontestablement à gagner la guerre. Vous voyez, et donc, je crois que c'est uniquement pour des motifs uniquement géographiques. Voilà. Bon, c'est bon? Merci. Eh bien, mes amis, j'étais très heureux d'être avec vous. Pardonnez-moi, vous êtes à l'arrière. Non, mais c'est pas grave. Moi, j'ai reçu un coup de fil de la Tunisie qui m'a demandé si j'étais de Tunis, puisque je m'appelle Smadja. C'est bien. Ils m'ont demandé, non, c'est pas ça, je vais vous expliquer pourquoi. Ils m'ont demandé si j'avais des biens pendant la guerre. Et je sais, alors je sais pas si ça s'étend, qu'il y a des avocats qui récupèrent les biens des Juifs de Tunis. Oui, c'est vrai. Écoutez, il y a un organisme international qui s'appelle la Claims Conférence qui essaye de retrouver les descendants de gens qui ont vécu en Tunisie et qui, de ce fait, ont subi les problèmes que nous racontons. Et ceux qui remplissent un dossier obtiennent une somme qui est la même pour tout le monde, 2500 €. Donc, voilà, ça existe. Alors, j'en profite parce que madame m'a donné un nom qui m'est très agréable, Smadja. C'est un nom très sympathique. En Tunisie, j'étais journaliste au journal La Presse, certains d'entre vous connaissent, et le patron s'appelait Henri Smadja. Et comme dans les années 60, j'ai eu envie de partir en France, parce que ça commençait à être dangereux pour les Juifs, j'ai essayé par tous les moyens de m'en aller, si vous voulez. On ne pouvait pas. On ne pouvait pas, et j'étais de nationalité tunisienne. Hein. Eh bien, Henri Smadja m'a fait un papier certifiant que je me rendais en France pour un reportage journalistique. Et c'est grâce à Henri Smadja que j'ai pu quitter la Tunisie et m'installer en France. Voilà. Et ne fais pas comme ça, toi. Allez, à bientôt. Ah, il y a encore une